Tous et merci d'être présents pour cette première session de webinaire sur les tournois individuels intitulée Le lancement de la compétition. Donc, avant de commencer et de rentrer dans le vif du sujet, je viens de mettre un message dans le chat qui concerne le site de test, donc test.banet.org, et qui va vous permettre, en même temps que je vais manipuler moi ma compétition de formation, vous de vous connecter sur votre compte de test. Donc, s'il n'existe pas, c'est pas grave, vous pouvez le créer. Et depuis ce compte de test, vous pouvez créer des compétitions qui sont factices pour tester tous les modules, inscrire des joueurs, lancer des matchs, etc. Donc l'idée, c'est que vous puissiez l'utiliser en même temps que moi, pour ceux qui ont deux écrans et qui veulent en même temps manipuler la, euh, la compétition. Donc le site de test, c'est sur test.banet.org. On le retrouve, vous le voyez sur mon écran ici. Il n'y a pas de page d'accueil, donc on arrive directement sur la page de connexion. Et une fois qu'on se connecte à son compte, on accède à la même chose que le Badnet actuel, sauf qu'il est tout en violet. Et vous pouvez créer une compétition, créer un tournoi, aller dessus, inscrire des joueurs, etc. Donc, je le redis, test.badnet.org, c'est une interface dans laquelle vous allez pouvoir créer un compte s'il n'existe pas. Ce ne sont pas les mêmes comptes que le vrai Badnet. Donc, si votre login mot de passe ne fonctionne pas sur test.badnet.org, pas de souci, vous pouvez cliquer sur mot de passe oublié ou alors créer un compte qui va vous permettre de créer un compte sur l'interface de test et ensuite manipuler vos compétitions. Donc n'hésitez pas, ceux qui ont déjà un accès, à créer une compétition ou le faire pour le prochain webinaire, ce qui permettra en parallèle que moi je manipule une compétition, que vous puissiez le faire également. Donc aujourd'hui, la session 1, donc lancement de la compétition, on va voir 4 modules qui vont permettre de gérer une compétition. Donc ça va être vraiment les 4 premiers modules les plus importants de la gestion de compétition individuelle. Donc, le premier module, ça va être la création de tournoi depuis un compte club. Le deuxième module, la configuration générale de la compétition, donc tout ce qui va être frais d'inscription, qui peut s'inscrire, dans quel tableau, etc. Ensuite, on verra les inscriptions, comment gérer les inscriptions à la compétition, donc accepter une inscription, refuser, ajouter un joueur manuellement. Et on fera un petit point sur la finance, puisque la finance est une partie importante qu'il faut gérer dès le début de la gestion de la compétition pour être sûr d'avoir tout à jour. Et il ne vaut mieux pas attendre la fin des inscriptions pour se dire que la partie financière de Badnet peut être intéressante à utiliser. L'idée, c'est qu'à la fin de chaque module, je vais faire une petite pause et je vais prendre les questions du chat pour y répondre, pour faire ça point par point au fur et à mesure qu'on avance dans le webinaire. Donc, si vous avez des questions qui concernent des modules qu'on va voir dans le futur, par exemple la partie financière, si vous pouvez attendre qu'on voit ce module, ça permettra de bien structurer les questions et de ne pas partir un petit peu dans tous les sens. Et à la toute fin, je répondrai aux questions un petit peu plus ouvertes si jamais vous en avez au niveau de l'utilisation de Badnet. Voilà, donc c'est parti. On va voir la création de tournoi. Donc la création de tournoi, vous pouvez la réaliser depuis votre compte club, votre compte ligue ou votre compte comité en cliquant sur le bouton Créer en haut à gauche. Donc là, je suis connecté sur mon compte de formation. Je suis sur mon tableau de bord. Et donc, en haut à droite, je peux cliquer sur Créer, donc entre le bouton Inscrire mon compte, pour créer tout un tas d'événements sur Badnet. Donc là, ce qui nous intéresse, c'est le tournoi individuel, le tout premier, celui qui va permettre de gérer des compétitions individuelles à la différence des autres qui permettent souvent des inscriptions de tournois par équipe, des circuits, etc. Donc je précise aussi que l'on est bien évidemment sur la nouvelle version de Badnet, donc la version 5, dans laquelle j'envoie le lien dans le chat. C'est cette version-là qu'il faut désormais utiliser pour gérer ses compétitions avec Badnet ou pour s'inscrire, qui est la nouvelle version qui remplace l'ancienne et qui est lancée maintenant, qui est en phase de production, donc qui peut être utilisée sans souci pour gérer les compétitions. Donc, on va créer ensemble un tournoi individuel. Donc, je clique sur Créer en haut à droite, tournoi individuel. J'arrive sur l'interface de création d'un tournoi qui va prendre 6 étapes. 6 étapes qui vont s'enchaîner les unes après les autres. Donc, la première étape, c'est le numéro de dossier. Si on possède un numéro de dossier Puna, on peut le renseigner. Ça va permettre de récupérer la compétition directement depuis Puna, depuis la FFBAD, et d'éviter de renseigner un certain nombre de champs. Il faut savoir que pour récupérer une compétition depuis Puna, il faut absolument qu'elle soit autorisée sur Puna. Donc, c'est pas obligatoire. Donc, si elle n'est pas autorisée, c'est normal que là, on ne puisse pas la récupérer, le numéro de dossier, s'il n'est pas encore autorisé.
Dans ce cas, ce n'est pas grave, vous pouvez laisser vide et ça ne posera aucun problème pour la suite. Vous pourrez quand même créer votre compétition, renseigner les différentes informations de la compétition et commencer à recevoir les inscriptions le temps que votre tournoi soit homologué. Une fois qu'il est homologué, vous pourrez venir renseigner le numéro de dossier en suivant sur votre compétition. Donc là, on va créer un tournoi individuel. On clique sur suivant. Donc ça va permettre d'arriver à la page suivante, information générale, qui concerne les informations de la compétition. Donc là, on va renseigner certaines informations de la compétition pour pouvoir la gérer. Donc on retrouve toutes les informations basiques, le nom, le lieu, le numéro d'autorisation de dossier. Donc là, logiquement, on ne l'a pas puisqu'on ne l'a pas renseigné. Le site web, le début de la compétition, on va dire que c'est samedi. La fin, on va dire que c'est dimanche 8. À partir de quelle date on ouvre les inscriptions? On a ouvert en début de semaine. Et jusqu'à quelle date on a le droit de s'inscrire à la compétition. Le nombre de tableaux maximum, le nombre maximum de joueurs autorisés à la compétition. Donc ça, tout ça, ce sont des informations que vous allez pouvoir configurer initialement à cet endroit, mais ensuite, sur la compétition, on va pouvoir tout reprendre. Donc, s'il y a beaucoup de champs et que vous n'êtes pas sûr de ce qu'il faut saisir dans les différents champs, pas de souci, vous créez la compétition et vous y reviendrez quand vous aurez plus d'informations. On passe à l'étape suivante. Donc là, j'ai oublié de renseigner des champs. Donc, c'est pour ça qu'il y a un message qui s'affiche à l'écran. C'est ces deux champs-là qui ont une astérisque en rouge et qui sont obligatoires, que je n'ai pas renseigné. Donc, je vais renseigner le nom de l'organisateur et la date. Donc, on a dit les 7 mai 2022. Et donc là, je continue. Tous les champs vont être bons. Je vais passer à l'étape suivante. L'étape suivante, ce sont les frais d'inscription. Donc, au niveau des frais d'inscription, on a une première partie qui concerne les droits d'entrée. Les droits d'entrée, ce sont les droits d'entrée par joueur et par joueur du club. Ça peut correspondre à la taxe fédérale de 2 euros. Donc, par exemple, on va mettre 2 euros par joueur et 2 euros pour les joueurs du club. Et ensuite, on a la partie tarification qui concerne est-ce que c'est une tarification par discipline ou au nombre de tableaux. Donc, on va plutôt parler de la tarification au nombre de tableaux, qui est la tarification la plus utilisée aujourd'hui sur les tournois de badminton en France. Donc, on va dire un tableau, c'est 15 euros, 2 tableaux, c'est 17 euros, 3 tableaux, c'est 19 euros. Donc là, un joueur qui s'inscrit, il va payer, s'il fait un tableau, 15 euros, plus le droit d'entrée par joueur, donc 2 euros, ça va faire 17. Un joueur qui fait 2 tableaux, ça va faire 17 plus 2, 19. Et un joueur qui fait 3 tableaux, ça va faire 19 plus 2, 21. Donc, l'écran que j'ai là actuellement, la configuration que j'ai là, elle est strictement identique à celle-ci. Donc, je ne mets pas de droit d'entrée. Par contre, j'inclus les droits d'entrée dans le prix d'un tableau. Ça, c'est vous qui voyez en fonction de comment vous souhaitez configurer votre compétition. L'intérêt de mettre les droits d'entrée, honnêtement, ce n'est pas pour les tournois, on va dire, classiques, avec simplement une tarification au nombre de tableaux. Dans ce cas-là, le plus simple, honnêtement, c'est d'inclure les frais d'inscription dans le nombre de tableaux auquel va participer la personne. Si on a mis les droits d'entrée dehors, c'est pour les compétitions élites, notamment, qui appliquent à la fois une tarification par tableau. Par exemple, le tableau simple 1 élite qui va coûter 30 euros. Et ensuite, une tarification au nombre de tableaux pour tous les tableaux qui ne seront pas élites. Par exemple, je m'inscris en série élite en simple, ça coûte 30 euros. Je m'inscris ensuite en série 3 et en série 4 en double et en mixte. Ça va être 2 tableaux en plus. Donc, ça fera 49 plus la taxe fédérale de 2 euros. Ça fera 51. Donc, voilà l'intérêt de ce droit d'entrée. Donc, honnêtement, si vous avez des compétitions standards à gérer avec une tarification au nombre de tableaux, pas de prise de tête, vous mettez 0 droit d'entrée et vous laissez une tarification au nombre de tableaux qui inclut cette taxe fédérale. Ensuite, on a le prix des tableaux jeunes. Donc là, pareil, soit on met 0 s'il n'y a pas de tableau jeune. S'il y a des tableaux jeunes, on peut mettre le prix d'un tableau jeune. Par exemple, si on veut qu'ils payent un peu moins cher, les jeunes, sur les tableaux jeunes, bien évidemment, on peut mettre 13, 15 et 18. Donc attention, un tableau jeune est un tableau dans lequel la catégorie d'âge minimale et la catégorie d'âge maximale sont des catégories d'âge jeunes, donc jusqu'à junior 2. Donc si j'ai un tableau ouvert des minimes à seniors, ce n'est pas un tableau jeune. C'est un tableau qui accepte des jeunes, mais c'est un tableau adulte, donc la tarification appliquée, la tarification adulte. Donc quand vous avez un tournoi jeune, pensez à bien configurer les tableaux pour que ce soit bien des tableaux qui, en catégorie maximale, acceptent seulement des catégories jeunes, donc junior 2 maximum. Sinon, vous risquez d'avoir des tarifications adultes qui s'appliquent. C'est quelque chose qu'on a souvent lorsqu'on configure un peu rapidement les tableaux et qu'on ne fait pas attention aux catégories d'âge, notamment pour les jeunes.
Et enfin, on a les joueurs du club. Donc, quelle est la tarification que l'on va appliquer aux joueurs du club? Donc là, il y a trois cas possibles. Hop. Soit on met 0. Dans ce cas-là, le joueur du club qui s'inscrit va payer 0. Soit on met un montant, là en l'occurrence 12. Dans ce cas, le joueur du club qui s'inscrit, s'il fait deux tableaux, là, il paiera 12 euros. Soit on met rien du tout. Dans ce cas-là, le joueur du club, trois tableaux, il paiera le même prix que le trois tableaux adulte, à savoir 21 euros. Donc laisser vide, c'est équivalent de mettre 21, le même prix que le tableau adulte. Donc voilà les trois choix possibles ici pour la tarification sur les joueurs du club. Ensuite, on a la catégorie d'âge. Donc ça permet d'afficher sur la partie publique les catégories d'âge qui sont acceptées sur le tournoi. La limite aux joueurs licenciés, donc est-ce qu'on limite aux joueurs licenciés, au comité, à la ligue, etc. Donc là, je suis sur un compte de formation, donc il n'y a pas les checkbox concernant la ligue et le comité, mais si vous créez une compétition avec votre club, vous aurez la possibilité de limiter, par exemple pour un championnat régional, les inscriptions aux joueurs de la ligue uniquement, pour éviter d'avoir des joueurs d'une autre ligue qui s'inscrivent. On continue. On arrive à la partie inscription en ligne. Donc là, dans mon formulaire de création de tournoi, l'inscription en ligne, donc qui est-ce qui a le droit de s'inscrire à la compétition? Donc là, si je laisse tout cocher, les joueurs ont le droit de s'inscrire tout seuls. Les clubs ont le droit d'inscrire des joueurs. Les comités ont le droit également d'inscrire des joueurs. Et les ligues aussi ont le droit d'inscrire des joueurs à la compétition. Donc là, typiquement, toute personne licenciée qui possède un compte Badnet, que ce soit un compte instant ou soit un compte licencié joueur, pourra s'inscrire ou pourra inscrire des joueurs à la compétition. Ensuite, il y a les notifications des inscriptions en ligne et des confirmations d'inscription, plus communément appelées mails, qui vont permettre de recevoir un mail à chaque fois que quelqu'un s'inscrit à la compétition, ou pas, puisque on a fait des petites analyses statistiques sur cette partie, et plus de 70% des mails envoyés à l'issue des inscriptions ne sont pas ouverts. Donc, on propose par défaut de ne pas recevoir de mail lorsqu'un joueur s'inscrit à la compétition. Il faut savoir que quand un joueur s'inscrit, tout est disponible sur Badnet. S'il a payé en ligne, il est automatiquement inscrit. Et du coup, recevoir un mail systématiquement, ça peut faire recevoir entre 300, 400, 500 mails par compétition, ce qui n'est pas forcément pertinent puisque on n'est pas forcément tenu de tous les lire et répondre à chaque mail pour confirmer que l'inscription est prise en compte, étant donné qu'ils peuvent le voir sur Badnet et sur IBAN. Donc, on peut ne pas recevoir de mail lors des inscriptions, ou alors on peut dire que le trésorier, le contact, le responsable, etc., recevront un mail à chaque fois qu'une inscription arrive. Voilà, donc à vous de choisir. Honnêtement, on a une petite préférence pour le mail lors des inscriptions, de ne pas recevoir de mail lors d'une inscription, notamment parce qu'ils ne sont pas lus et puis parce que chaque mail a une empreinte carbone non négligeable. Et envoyer des mails qui ne sont pas ouverts, c'est toujours pas forcément très éco-responsable de laisser ça activer. Et ensuite, il y a une partie paiement en ligne pour rendre obligatoire ou pas le paiement en ligne sur la compétition, par défaut non coché. Donc voilà, là aussi, ce sont des réglages que l'on pourra retrouver dans la compétition une fois qu'elle sera créée. Donc là, on continue, on passe à la cinquième étape qui sont les tableaux. Donc là, les tableaux, il y a trois possibilités qui s'offrent à vous pour la création de tableaux. La création de tableaux à la fin des inscriptions, plus communément appelés les tableaux oui-oui. Ça consiste à créer un tableau par discipline acceptée sur la compétition. Donc là, en l'occurrence, imaginons que c'est un tournoi de simple. Je vais créer un tableau de simple homme, un tableau de simple dame. Je vais y configurer des classements qui vont être mes classements minimax de ma compétition. Et tous les joueurs vont s'inscrire dans le tableau simple homme oui ou simple dame oui. Une fois que les inscriptions seront arrivées, on va dispatcher tous les joueurs qui sont inscrits en simple homme dans les différentes séries, donc dans 3, 4 ou 5 séries. Ou plus d'ailleurs. La deuxième possibilité, c'est de créer dès maintenant toutes les séries. Donc là, on va créer notre simple homme R4, R5, R6, simple homme D7, D8, D9, simple homme P10, P11, P12, etc. Donc ça permet de créer à l'avance toutes les séries et de dire aux joueurs, inscrivez-vous dans la bonne série. Alors moi, honnêtement, chacun fait son choix. Je privilégierai à votre place les tableaux oui-oui qui permettent de ne pas être tributaire du CCPH et de ne pas avoir à refaire les séries dans tous les cas à la fin des inscriptions parce qu'il manque un joueur N pour faire une série comme c'était prévu, etc. Mais vous pouvez très bien créer vos tableaux, les joueurs s'inscrivent dedans. Pour choisir un tableau à créer, donc là, on va pouvoir cliquer dessus pour sélectionner et coloriser les tableaux que l'on veut créer.
Donc là, on va travailler sur les simple hommes, sur le simple homme pour montrer un petit peu ce qui se passe. Donc là, toute ma ligne de simple homme est blanche, c'est-à-dire que, il n'y aura aucun tableau de simple homme qui sera créé. Là, je viens de mettre en vert foncé le simple homme, donc il y aura une série de simple hommes limitée au joueur N1. Là, je viens d'agrandir la cellule verte, donc il y aura une série de simple hommes qui va accepter les joueurs de N1 à N2. Donc là, je continue pour agrandir ma série. Donc là, j'ai une seule série de simple hommes qui va être créée de N1 à D9. En fait, moi, ce que j'aimerais, c'est avoir trois tableaux de simple homme, un simple homme N, un simple homme R, un simple homme D. Dans ce cas, je vais recliquer pour recréer une cellule, cette fois en vert clair, qui va découper ma discipline de simple homme en trois parties. Une partie de N1 à N3, en vert foncé ici, une partie de R4 à R6, en vert clair ici, et enfin une partie de D7 à D9 en vert foncé. Et P10, P11, P12 non classés, non classés, ils ne sont pas sélectionnés actuellement dans la compétition, donc il n'y aura pas de tableau de simple pour ce classement-là. Et donc là, on va pouvoir, en fonction de ce qui était prévu dans la gestion de la compétition, créer donc tous les tableaux nécessaires au bon déroulement de la compétition en fonction de ce qui a été vu. Donc bien évidemment, là, il n'y a aucune obligation de faire comme la série du dessus. Donc, par exemple, en simple dame, on va faire une série de N1, N2, une autre série de N3 à R6 et une dernière série de D9 à P12. Là, chacun peut faire ses compétitions comme il veut. Et enfin, la dernière option qui s'offre à vous, qui n'est pas disponible dans la tournoi de compétition, mais qui est disponible si vous renseignez un numéro d'autorisation Puna, ça va permettre de créer les tableaux à partir du numéro d'autorisation Puna renseigné, pardon, et du coup de respecter ce qui a été déclaré sur Puna au niveau des tableaux. Donc ça permet de reprendre ce qui est fait sur Puna et d'enregistrer. Donc ça, on va dire que ça permet d'éviter de refaire cette partie de créer les tableaux maintenant. Par contre, si vous passez dans le fonctionnement oui-oui, il n'y a pas forcément d'intérêt à récupérer les tableaux de Puna puisque vous voulez gérer les instructions en oui-oui et faire les séries après. Voilà. Alors, j'ai une question que je vais traiter maintenant, étant donné on est dans cette partie qui concerne la gestion des tableaux. Une série de simples tout court, ni homme ni femme, à quoi cela correspond-il? Donc ici, la partie simple, donc avant ça s'appelait simple transgenre, ça a été renommé juste simple double mixte suite à des retours négatifs des territoires qui n'aimaient pas cette appellation. Donc c'est pour ça qu'on parle un petit peu moins. Ça permet de faire jouer des hommes et des femmes ensemble ou l'un contre l'autre, ensemble par exemple, sans respecter les disciplines connues du badminton, simple homme, simple dame, double mixte, double dame. Donc, on peut créer des tableaux qui vont accepter de jouer un homme contre une femme, etc. Je remonte un petit peu pour comme ça, on aura vu ces questions avant la fin de la partie création de compétition. Donc, la date limite est modifiable. Oui, tout est modifiable dans les réglages, on le verra juste après. Si on rend le paiement en ligne obligatoire, les joueurs qui s'inscrivent ont l'information dans les infos du tournoi. Oui, quand ils vont s'inscrire, ben, ils verront qu'ils ne peuvent pas envoyer leur inscription s'ils ne paient pas. Il y aura marqué payer et il n'y aura pas marqué le bouton envoyer. Je suis désolé, mais pouvez-vous expliquer de nouveau si je veux faire 2 CCPH à 32 CCPH et ventiler les joueurs ensuite dans les séries proches? Alors, si on veut ventiler les joueurs, c'est plutôt ici, donc créer un tableau de simple, un simple homme, simple dame, enregistrer, on continue, et ensuite, tous les joueurs vont s'inscrire en simple homme, et ensuite, on ventilera, on verra comment, en créant les séries 1, série 2, série 3, série 4, etc. Donc, de 2 à 32, je ne sais pas à quoi ça correspond, mais il faudrait 32, ça doit être R6, et 2, ça doit être P12, donc ça doit être quelque chose comme ça pour avoir la série de 2 à 32. Tout le monde s'inscrit en simple homme et on ventilera. Ce n'est pas autorisé de mélanger les genres. Il faudrait regarder le RGC en détail. Badnet ne fait pas que ce qui est autorisé dans le RGC, donc c'est une fonctionnalité qui s'offre à vous pour les tournois internes. Pour des tournois jeunes, il faut voir dans quels critères ces patchs peuvent ensuite être exportés, notamment dans les promobad sur Puna. Mais ça, c'est géré dans Badnet. Après, il faut voir ce qui est exportable sur Puna derrière ou pas. Le nombre de joueurs par série, on le verra après. S'il vous plaît, vous avez dit les lignes simples et doubles. On clique sur les classements de cette ligne si on veut que les femmes affrontent les hommes. Non, non, non. Simple, ça veut juste dire je vais créer un tableau de simple.
Par exemple, N1, N2, N3. Ça n'a rien à voir avec les lignes du dessus et du dessous. C'est là, on va créer un tableau de simple de N1 à N3 qui va accepter dans ce tableau que les hommes jouent contre les femmes. Ça n'a rien à voir avec les disciplines du dessus. Il faut voir ça comme une nouvelle discipline qui est le simple transgenre ou le simple bigenre, enfin comme on veut l'appeler, qui permet d'accepter d'avoir des hommes qui jouent contre les femmes en simple, en double, etc. Si on laisse blanc, effectivement, c'est c'est ce qui est par défaut d'ailleurs, parce qu'effectivement, ce n'est pas le plus commun. Aucun tableau ne sera créé de simple, et donc il n'y aura pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Voilà, donc là, on va partir sur le tableau oui-oui, hop, de simple et double, et mixte, tant qu'à faire. On continue, et on a la dernière étape de création de la compétition. Donc là, on peut renseigner quelques petites informations, le volant officiel, la description. Le thème, il n'est pas encore disponible sur la nouvelle version, mais il ne saurait tarder. Et la fiche de la compétition. On clique sur enregistrer. Dernière étape, on est sur la compétition. On peut cliquer dessus pour aller au tournoi. Et donc là, on rentre dans le vif du sujet, on rentre dans ma compétition. Et donc, on est dans la partie 2 du webinaire, mon tournoi, ma configuration générale. Donc voilà pour cette partie création. J'espère que c'était clair. S'il y a des questions, on peut encore revenir dessus. Sinon, on va passer du coup à la compétition. Donc maintenant qu'elle est créée, comment est-ce qu'on peut la gérer et justement reconfigurer ce qui n'avait pas été bien configuré parce que, enfin, pour être tout à fait honnête, quand je créais moi-même mes compétitions, je créais ma compétition très rapidement en remplissant les champs obligatoires. Je la rends invisible, on va voir comment faire. Et puis ensuite, au fur et à mesure que j'ai les infos qui arrivent, ben, je mets la fiche, je mets une description, je configure bien les tarifs, etc. Ça permet vraiment d'éviter d'avoir une phase de rush dans laquelle on va avoir un formulaire géant à remplir et puis on stresse, etc. Donc, on remplit deux, trois infos et on reviendra au fur et à mesure, tranquillement, renseigner les informations manquantes. Et donc, pour faire ça, on est donc sur le tournoi de formation ici qui s'affiche en gris. Et on a les modules de gestion qui sont dans la partie grise de la compétition. Donc, si jamais vous perdez cet affichage, pas de panique, sur votre tableau de bord, dans l'onglet tournoi, on peut retomber sur la compétition. On clique dessus et on retombe dessus. Donc ça, c'était pour le petit aparté. Si on perd la compétition, on la retrouve sans problème. Donc, au niveau de la configuration générale, il y a quelques réglages qu'on n'a pas encore fait, mais qu'on peut réaliser. C'est notamment concernant la visibilité. Donc là, dans Réglage accueil, on a un petit peu un résumé de la compétition. On a un lien vers la FAQ si on a des petites questions auxquelles on veut trouver une réponse rapide. On peut aller le voir dans la foire aux questions de Badnet. Et on a un lien public vers le tournoi pour voir un petit peu à quoi ressemble ma compétition. Donc là, ma compétition, elle est cachée. Et voilà les informations. On a aussi une partie publication des données qui permet de voir, de voir quelles données on veut rendre visibles ou pas aux spectateurs, aux visiteurs, aux joueurs qui vont s'inscrire. Donc là, en l'occurrence, j'ai tout caché, c'est l'œil rouge. Mais je peux rendre visible, c'est via l'œil vert, différentes informations. Donc tournoi, c'est tout simplement, est-ce qu'on rend visible la compétition ou pas? Joueurs, est-ce qu'on va afficher la liste des joueurs inscrits, leurs partenaires, pas forcément le nom des tableaux, mais on va montrer un petit peu les joueurs, qui est inscrit à la compétition, qui est-ce qui va participer, qui va être là. Les inscriptions, ça permet aussi d'afficher pour chaque joueur qui est inscrit le nom des tableaux dans lesquels il est inscrit. Donc ça n'affiche pas les tableaux, on ne sait pas s'il est dans la poule A ou B. Par contre, on sait dans quel tableau il va participer. On a les convocations, est-ce qu'on affiche les convocations ou pas? L'échéancier, est-ce qu'il est disponible à la consultation ou pas? Et enfin les tableaux, est-ce qu'on peut montrer les tableaux, les poules, les phases finales, etc. Donc cette visibilité, elle impacte à la fois sur iBad, l'application mobile, qui permet d'avoir toutes les informations de la compétition, mais aussi Badnet, la partie publique qui est ici. Donc notamment, on retrouve un petit peu là les onglets qui correspondent à la visibilité qu'on vient de configurer. Donc là, tout est caché. On ne peut rien voir. Donc voilà un petit peu la visibilité, à quoi elle impacte. Donc moi, typiquement, ce que je vous conseille, c'est que vous créez votre compétition. Si vous avez fini de la configurer, vous la rendez visible. Sinon, vous la mettez invisible. Par défaut, elle sera visible. Hein, vous la mettez invisible. Moi, personnellement, je rends visible joueurs et inscriptions pendant toute la phase d'inscription. Ça permet de remettre un petit peu de dynamisme sur la compétition, de voir qui joue, avec qui, etc. Ça ramène un petit peu de monde, c'est toujours sympa. Si vous voulez, vous pouvez aussi cacher les inscriptions, comme ça on voit que les joueurs, voire même tout cacher, tant pis, tout le monde s'inscrit et puis il ne voit rien.
Quand vous avez fait vos convocations et que vous les avez envoyées, normalement, automatiquement, elles vont être mises en visible. N'hésitez pas à venir vérifier et puis à les rendre visibles manuellement si jamais, entre-temps, vous les cachez, etc. Et puis, quand l'échéancier est prêt, bon, 2, 3 jours avant, c'est toujours sympa de le montrer, ou alors la veille, ou alors le jour même. On monte l'échéancier, et pareil pour les tableaux, en fonction de ce que vous souhaitez faire, vous les rendez visibles quand vous le voulez. La partie bleue privée, elle est peu utilisée, c'est pour que les joueurs puissent voir leurs données, mais pas celles des autres. Honnêtement, ça c'était pertinent quand on était dans un monde pas forcément trop digital, donc il n'y avait pas forcément beaucoup de communication entre les joueurs rapides, on va dire. Maintenant que tout le monde communique ensemble, honnêtement, ça sert à rien de montrer les tableaux des joueurs en question, qui puissent voir sa place dans le tableau, mais pas le reste. Un texto à droite à gauche et ils auront toutes les infos. Donc honnêtement, concentrez-vous sur la visibilité, soit confidentielle, soit publique, pour ne pas perdre de temps avec des visibilités hybrides. Au final, ça veut dire que tout le monde a l'info en discutant à droite à gauche. Si vous vous êtes trompé dans la compétition, vous l'avez créée 2 fois, vous voulez la supprimer, il y a un bouton ici qui permet de la supprimer et de la faire disparaître de Badnet. Donc n'hésitez pas à l'utiliser si besoin. Et on va voir du coup les préférences. Donc là, dans les préférences, on va retrouver à peu près toutes les informations qu'on a remplies dans le formulaire initial, voire plus. Donc ça peut être intéressant de venir y jeter un coup d'œil. Donc là, en l'occurrence, on retrouve un petit peu toutes les informations sur les détails généraux et sportifs. Donc là, on retrouve la date limite dont on a parlé tout à l'heure. Quand on a posé la question de la date limite est-elle modifiable? Donc là, oui, on la retrouve dans les réglages d'inscription en ligne pour pouvoir modifier la date limite d'ouverture d'inscription et la date limite de fermeture des inscriptions. Donc on y reviendra juste après. Et on peut modifier premier jour, dernier jour si besoin, la date de tirage au sort pour qu'elle soit affichée auprès des joueurs. Donc, tout un tas d'informations à modifier. Le tri des inscriptions, c'est simplement pour 3 raisons. Un, pour trier dans les tableaux les participants en fonction de la date de paiement standard, donc date d'envoi d'inscription, ou la date CCPH d'arrêt des classements. Ça vous fait gagner un peu de temps dans le tri de vos colonnes. Ça permet aussi, quand vous générerez le règlement automatique avec Badnet, d'avoir cette information-là dans le règlement, si vous vous en servez. Et enfin, ça permet d'informer les joueurs sur la partie publique de la façon dont seront triées les inscriptions. Dans la description du tournoi, vous pouvez bien évidemment renseigner tout un tas d'informations. Hop, description toute complète. Vous pouvez mettre des couleurs, du gras, de la police très grosse. Vous pouvez mettre des liens qui permettront aux joueurs d'avoir un message, une description qui est même assez intéressante à voir, à consulter, et puis qui a un maximum d'informations avec des liens, des couleurs, pourquoi pas des images, etc. Ensuite, on a la partie document du tournoi. Donc là, vous allez pouvoir ajouter dans cette partie document toute la documentation, donc votre RIB, le règlement de la compétition, l'affiche, qu'est-ce qui peut être ajouté, la plaquette d'invitation, voilà, tous les documents que vous souhaitez montrer à vos joueurs et au public, vous pouvez les ajouter ici. Ils seront bien évidemment disponibles dans la partie présentation de la compétition. Donc vous les ajoutez, vous mettez un nom et les gens pourront le télécharger, cliquer dessus, le consulter, etc. Les réglages sportifs, donc là, ça va être le système de comptage de points général de la compétition. Le nombre maximum de tableaux auquel un joueur peut s'inscrire, 2 ou 3, ou 1 même, enfin, ou 0, enfin, ça c'est vous qui voyez. Le nombre maximum de joueurs qui peuvent s'inscrire à la compétition. Donc ça permet de gérer la liste d'attente globale sur la compétition. C'est-à-dire que là, j'ai renseigné 100 joueurs. 100 joueurs vont pouvoir s'inscrire. Le 101e, il pourra toujours s'inscrire. Par contre, il sera automatiquement placé en liste d'attente, en position 1, puis 2, puis 3, puis 4, etc. Mais il faut bien noter que les inscriptions, si elles sont ouvertes, ils pourront toujours s'inscrire. Donc, ça sera à vous, une fois que vous avez atteint, par exemple, 50 personnes en liste d'attente, de voir un petit peu si ça suffit et de fermer les inscriptions ou de laisser continuer les inscriptions à arriver. La limitation d'inscriptions, on l'a vu tout à l'heure. On arrive au réglage des inscriptions en ligne. Donc là, on a une première partie qui concerne le paiement en ligne. Donc, est-ce que le paiement en ligne est facultatif, obligatoire ou désactivé? Donc, facultatif, ça veut dire qu'un joueur aura le choix de payer ou pas lors de son inscription. Le paiement en ligne obligatoire, c'est-à-dire que tout joueur qui s'inscrit aura forcément payé son inscription en ligne, que ce soit sur Badnet ou sur IBAD. Donc, vous n'aurez pas à courir derrière le paiement, il sera forcément sur votre compétition. Vous n'avez pas à vous concentrer sur cette partie de paiement. Et enfin, désactiver, ça veut dire que vous voulez gérer les paiements manuellement. Donc, dans ce cas, vous désactivez le paiement en ligne. Personne ne pourra payer en ligne.
et vous devrez gérer votre partie financière manuellement sur la compétition. Ensuite, au niveau des inscriptions en ligne, il y a une partie concernant les frais bancaires. Donc, sur tout paiement qui est réalisé, il y a des frais bancaires qui sont appliqués, en majorité à destination de notre prestataire bancaire. Il y a deux possibilités sur votre compétition. Soit ils peuvent être payés par le joueur. Donc, le joueur, il doit payer normalement deux tableaux 20 euros. Plutôt que de payer 20 euros, il paiera 20,78 €, correspondant à 3,9% de frais bancaires. Payé par le joueur, donc vous toucherez 20 euros et lui paiera 20,78 €. Si les frais bancaires sont supportés par le club organisateur, c'est-à-dire que vous prenez en charge les frais bancaires, dans ce cas-là, le joueur ne paiera que 20 euros, il n'y aura pas de supplément de son côté, et vous toucherez 19,18 €, un truc comme ça, correspondant à 2,9% de frais bancaires. À noter qu'en général, ce qui se fait quand même le plus, c'est de supporter les frais par le club organisateur, qui sont moindres, et pourquoi pas d'augmenter les inscriptions de 50 centimes pour absorber ces frais. Mais après, vous pouvez très bien désactiver le paiement, le laisser à la charge du joueur, il n'y a pas de règle. Vous pouvez faire un combo de ces deux réglages comme vous le souhaitez. Si on désactive le paiement en ligne, comment est validée l'inscription? Donc ça, on le verra un peu plus tard, mais grosso modo, si un paiement en ligne est réalisé, l'inscription est automatiquement validée. Vous n'avez rien à faire, vous attendez que les inscriptions arrivent. Si le paiement en ligne n'est pas réalisé, donc si le joueur s'est juste inscrit sans payer, l'inscription est en attente, vous devez vous la valider manuellement, selon vos critères. Par exemple, vous attendez que le règlement soit fait en chèque, par exemple, vous attendez de recevoir le chèque pour valider l'inscription manuellement. Si on doit rembourser un joueur qui veut se désinscrire, le club devra payer des frais 0 fois, une fois ou deux fois. La réponse est une fois. Il faut savoir dans la marketplace que l'on a mis en place, les frais bancaires sont prélevés par notre prestataire bancaire lorsqu'un paiement est réalisé. Une fois que l'argent est dans la marketplace, donc dans Badnet, il n'y a plus de frais bancaires qui s'appliquent. Donc c'est pour ça que vous pouvez rembourser tout ou partie d'un paiement sans frais supplémentaires. Et c'est pour ça, pour ceux qui connaissent, qu'il y a aussi le portefeuille Badnet qui permet de mettre de l'argent dans votre portefeuille Badnet Club et ensuite de réaliser des paiements avec cet argent-là au sein de Badnet à l'aide de l'argent du portefeuille sans payer de frais supplémentaires. Donc il faut garder en tête, les frais bancaires sont appliqués quand l'argent rentre dans Badnet. Une fois dans Badnet, il n'y a plus aucun frais. Donc c'est pour ça que le portefeuille permet de payer sans frais bancaires. Donc là, en l'occurrence, le joueur paye 20 euros. C'est moi qui supporte les frais bancaires de 2,9%. Le joueur ne participe pas. Je le rembourse. Le joueur est remboursé de 20 euros. Et moi, je vais quand même payer les frais bancaires liés au paiement qui a été réalisé. Donc, je ne les payerai qu'une seule fois. On revient sur la partie autorisation des paiements en ligne. Est-ce qu'on veut recevoir un mail? Le numéro de téléphone du tournoi. Et enfin, le réglage du banquier. Le réglage du banquier, c'est pour permettre à un autre club de gérer les paiements en ligne, donc de les reverser sur son compte bancaire. Ça, c'est très utilisé pour les ligues, par exemple, qui vont créer une compétition. Par contre, c'est le club organisateur qui va gérer la partie financière. Dans ce cas, le propriétaire de la compétition, c'est bien la ligue. Par contre, le banquier, c'est le club qui va pouvoir, lui, le club, se reverser l'argent sur son compte bancaire, procéder à des remboursements, etc., en fonction des inscriptions à la compétition. Donc, si vous êtes un club et que vous gérez la compétition de A à Z sans aucune autre instance, le banquier, vous n'y touchez pas, c'est vous-même. Si vous êtes une comité ou une ligue et que vous avez envie de laisser la gestion des paiements par le club qui va recevoir la compétition ou autre, vous changez le banquier et vous renseignez, par exemple, le club de Ramonville. En banquier, on enregistre et donc Ramonville aura accès à la compétition, il pourra procéder à des remboursements, etc. Les frais d'inscription, donc je ne m'attarde pas plus sur les frais d'inscription, on les a vus tout à l'heure. Les privilèges, donc là il y a des questions, le nombre de matchs maxi est paramétrable par tableau, on le verra, j'y viendrai tout à l'heure, même si c'est plutôt dans le webinaire suivant que les tableaux seront évoqués, mais j'y viendrai tout à l'heure. Les privilèges, on a la possibilité de donner accès à la compétition à n'importe quelle personne qui a un compte Badnet, que ce soit un compte joueur, club, etc. Et on a différents droits qui sont octroyés en fonction du privilège qu'on va lui donner. Donc, l'administrateur, il pourra tout faire. Le gestionnaire, il ne pourra pas gérer les préférences. L'organisateur, il aura accès à tout sauf inscription, finance et transfert, etc. Donc là, ça permet de donner accès à certains modules à d'autres comptes. Donc là, on va cliquer sur Ajouter un privilège. On va revenir sur Ramonville pour rester cohérent et on va dire qu'il est trésorier. Donc là, Ramonville va recevoir un mail comme quoi il est trésorier de la compétition. Il va pouvoir y accéder depuis son compte Badnet. Donc là, c'est important
pour vous, au sein du club, donner le droit d'accès à vos géos, à vos personnes qui vont gérer la table de marque, pour qu'ils puissent accéder à la compétition depuis leur compte et que vous évitiez de leur donner accès à votre compte Badnet Club, depuis lequel ils pourront involontairement, bien sûr, se tromper ou faire des petites mauvaises manipulations. Et enfin, on a Scorebad. Scorebad qui permet de gérer la gestion de la saisie des scores digitalisée avec une tablette et donc avec l'application mobile Scorebad. Donc, Scorebad peut être activé sur une compétition en cliquant ici sur Activer Scorebad. Ça va générer un code qui va devoir être rentré dans l'application mobile Scorebad et ça va permettre deux choses. La première, de saisir des scores en auto-arbitrage sur une tablette mise à disposition des joueurs dans la salle de la compétition. Donc à la fin de mon match, je viens saisir le score à la tablette. Ça évite d'imprimer des feuilles papier, ça évite de la circulation sur le plateau puisqu'il n'y a personne qui doit venir chercher la feuille et venir la donner à la fin du match. Et ça évite aussi, bien sûr, du découpage et du temps bénévole à la table de marque. Grosso modo, le fait d'utiliser Scorebad, ça permet de passer de 2 bénévoles à la table de marque à 1. Donc ça fait économiser du temps bénévole. La seconde utilisation possible, c'est de gérer l'arbitrage en live scoring sur la compétition. Donc j'ai un arbitre, je lui donne une tablette, il va arbitrer le match en live scoring, donc avec Scorebad. Le score peut être diffusé en direct au bord des terrains sur scorebad.com en fonction de là où on veut le diffuser. Je peux le mettre aussi sur mon site internet, etc. Donc voilà les deux utilisations possibles de Scorebad sur des tablettes Android uniquement que vous pouvez utiliser vos propres tablettes Android sans aucun problème, c'est fait pour. N'hésitez pas à l'utiliser. Quel est le compte réel associé au paiement? Donc au niveau des paiements en ligne, le compte réel, c'est vous qui allez le saisir dans les réglages de votre compte. Donc, ça se passe dans la partie portefeuille Badnet, documents légaux. Donc là, on sort un petit peu du cadre de la compétition et du webinaire, mais au moins, ça permet d'être sûr de pouvoir répondre à la question. Donc, dans portefeuille documents légaux, vous allez pouvoir renseigner tous vos documents qui s'appellent KYC, connaître son client. Donc, vous renseignez notamment le RIB et les statuts de l'association et tout un tas d'autres documents. Il y en a 4 à fournir. Il faut les fournir une seule fois, c'est pour ça que c'est global au compte. Et après, sur n'importe quelle compétition que vous organisez ou que vous êtes banquier, vous pouvez récupérer l'argent sur votre compte. Dernière partie, c'est la promotion affiche. Donc, les jours de promotion, c'est ce qu'il y a sur la page d'accueil de Badnet, à savoir ici, c'est les 6 tournois qui sont disponibles. Vous pouvez ajouter des jours de promotion. C'est gratuit et il y a 2 sessions de 7 jours qui sont possibles pour un tournoi d'être mis en promotion. On sait que c'est pas assez, qu'il y a beaucoup de plages qui sont déjà prises et c'est compliqué de mettre en promotion un tournoi. On cherche des solutions pour que ce soit un petit peu plus simple et facile à mettre en avant. Pour l'instant, on n'a pas la solution. Donc, il faut trouver une plage qui correspond et mettre le tournoi en promotion à cette date-là. Voilà, donc là, j'ai une période disponible le 10 juillet pour promouvoir ma compétition. Et enfin, l'affiche. L'affiche, est toujours sympa de la renseigner, ce qui va permettre sur mon tournoi d'avoir une affiche renseignée. Hop, notamment, par exemple, sur le tournoi de carrière sur scène, qui a une affiche ici, c'est sympa, ça permet un petit visuel sur la compétition. Et alors que sur le tournoi de mix de l'Aiglon, par exemple, il n'y a pas d'affiche, donc c'est un petit peu moins sympa, même si ce n'est pas bien grave. Donc voilà pour la partie configuration générale de la compétition. Je vais reprendre les dernières questions. Scorebad fonctionne-t-il avec un téléphone? Oui, Scorebad est compatible Android sur téléphone et tablette. L'interface est un petit peu différente sur téléphone que sur tablette, mais ça fonctionne tant en auto-arbitrage qu'en arbitrage. Si quelqu'un s'inscrit à un tableau, puis va en faire un deuxième, il n'aura que le delta à payer. Alors, si vous avez vu, les frais bancaires, c'est un pourcentage. Donc, le pourcentage d'une somme est égal à la somme des pourcentages, ce qui fait qu'effectivement, sur le deuxième paiement, il va payer 6 euros, par exemple. Donc, il paiera 3,9% ou 2,9% de 6 euros. Donc, ce qui correspond aux frais bancaires sur le complément, effectivement. Pour la fiche, par contre, c'est dommage que l'on ne puisse pas l'agrandir en cliquant dessus. C'est bien vrai, sauf que je pense que c'est plus tout à fait la vérité. Si je clique sur la fiche, ça l'ouvre dans un nouvel onglet et ça me la met en grand. Donc, voilà, on peut l'afficher en grand. Donc, c'est possible, en cliquant dessus simplement. Une promotion Badnet, c'est payant? Non, pour l'instant, toutes les promotions, les 2 périodes de 7 jours sont gratuites. Pour l'instant, c'est gratuit. Si c'est payant, de toute façon, ça sera affiché clairement au niveau de la partie promotion pour pouvoir
pour pouvoir en ajouter à l'infini et pourquoi pas limiter effectivement en mettant payant les promotions pour que ceux qui veulent le mettre plein de fois puissent, mais ceux qui ne veulent pas ne soient pas obligés. Donc voilà pour la partie configuration générale. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur cette partie de configuration générale? Je n'ai pas oublié les questions sur les tableaux. On le verra juste après sur la partie inscription, justement. On fera un petit aparté tableau. Je ne trouve pas le portefeuille. Donc le portefeuille est accessible depuis les comptes club, ligue et comité uniquement, puisque c'est eux seulement qui peuvent se reverser de l'argent depuis Badnet sur leur compte bancaire. Il n'y a pas encore de portefeuille joueur, même si c'est prévu de pouvoir faire à terme un portefeuille joueur dans lequel les joueurs peuvent faire un virement dessus, avec moins de frais bancaires que les 2,9% actuels, ce qui leur permet d'avoir une petite avance sur Badnet et de dispatcher l'argent sur les tournois en fonction de leurs inscriptions. Mais ce n'est pas dans le cadre du webinaire, et ça viendra plus tard. La notion de pack premium, etc., elle a normalement disparu. Elle n'est plus présente dans Badnet, puisque aujourd'hui, tout est pris en charge par la fédération jusqu'au pack premium. Donc, il n'y a plus de sens de fournir différents packs d'inscription, de gestion de compétition. Donc, le module inscription maintenant. Donc, on va dans la partie compétition, module inscription. Donc là, on arrive dans tous les onglets de gestion de la compétition, des inscriptions. Donc, à commencer par les joueurs, etc. Donc là, c'est à ce moment-là que je vais basculer de tournoi pour aller sur un tournoi où j'ai déjà des joueurs inscrits. Donc, mon vrai tournoi de formation Badnet, que certains connaissent déjà, dans lequel j'ai déjà pas mal de joueurs inscrits en attente, etc., qui permet d'avoir un petit peu de contenu. Donc, dans mes inscriptions, donc là, j'ai des joueurs inscrits, ils sont au nombre de 89. Ils sont inscrits à la compétition, ils sont affichés à l'écran. Je peux cliquer sur leur nom pour pouvoir accéder à leur fiche. Et j'ai quelques problèmes détectés, donc des joueurs qui se sont inscrits, mais leur partenaire n'est pas encore inscrit, donc les problèmes s'affichent ici. Et je peux soit ignorer le problème, soit inscrire le partenaire en cliquant sur le petit bouton présent à cet effet, un petit check vert. Donc ça, si je clique ici, ça va permettre d'inscrire le partenaire de moi-même, de Cantori Jules, qui n'est pas encore inscrit à la compétition. Donc ça, c'est vous qui voyez. Le joueur en question vous a appelé, il vous a dit je veux m'inscrire, je te confirme par mail ça de suite, il le confirme. Bon, ben, il n'a pas le temps de s'inscrire, il n'y arrive pas, etc. Vous le faites pour lui, vous cliquez sur le petit coche verte. Donc là, c'est des joueurs qui sont inscrits à la compétition, ils ont une fiche. Ensuite, on a les joueurs en attente. Ici, les joueurs en attente, donc on a 3 joueurs qui sont en attente. On en a un premier ici du plantier à Axel qui n'est pas cliquable. On le voit, il n'est pas écrit en vert. Donc lui, visiblement, il est inscrit. Enfin, il a demandé à s'inscrire, mais il est en attente. Il n'y a pas de fiche cliquable. Donc en fait, pour l'instant, il n'est pas inscrit à la compétition. C'est en attente de l'organisateur. Les 2 autres, par contre, on peut cliquer dessus. Ça veut dire qu'il y a un problème sur leur inscription ou alors qu'elle est en attente, elle a été modifiée, elle est en attente de validation, mais ils sont bien inscrits à la compétition puisqu'on peut cliquer sur leur nom. Donc, 3 raisons qu'une inscription soit en attente. Donc, c'est bien ça qu'il faut comprendre sur pourquoi est-ce qu'un joueur arrive en attente. Première possibilité, il s'inscrit, il ne paie pas en ligne. Ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Si le joueur s'inscrit et ne paie pas en ligne, il arrive en attente. C'est à vous de valider son inscription en fonction de vos propres critères. Soit vous validez tout le monde tout le temps, soit c'est quand il vous a envoyé le chèque, soit c'est quand il vous a appelé, soit c'est quand il vous a répondu par mail. Bref, c'est à vous de voir. Et là, c'est une gestion manuelle des acceptations d'inscription. Soit il s'est inscrit, mais son partenaire n'est pas encore inscrit. C'est le cas de Cantori Jules ici. Donc, je suis inscrit à la compétition et visiblement, j'ai un partenaire, c'est la personne de mix qui joue avec moi, qui n'est pas encore inscrit à la compétition. Donc, mon inscription reste en attente le temps que cette personne s'inscrive. Donc, je suis bien inscrit. En mixte, oui, je suis sur ma fiche en recherche, le temps que ma partenaire s'inscrive. Donc, je suis en attente de l'inscription du partenaire. Et quand elle sera inscrite, je ne serai plus en attente, ça sera validé. Et enfin, il y a ceux qui ont modifié leur inscription et qui n'ont pas encore été acceptés, validés, etc. Donc là, c'est sûrement le cas de Barreau Julien. Lui, donc, il est barré, je vais le débarrer, j'expliquerai après. Donc là, il a modifié son inscription. Ben, je peux valider son inscription, il a du bonhomme à droite. Voilà. Donc voilà un petit peu pour la partie pourquoi est-ce qu'un joueur est en attente. Et maintenant qu'il est en attente, il y a 3 possibilités qui s'offrent à vous. C'est pour valider les inscriptions. Donc, soit vous utilisez le petit check vert ici pour valider toutes les inscriptions du club. Donc là, c'est le cas, par exemple, un club inscrit 20 joueurs, il envoie le chèque.
vous encaissez le chèque, enfin vous validez le chèque, et là vous validez les inscriptions des 17 joueurs. Plutôt que de cliquer sur chaque joueur pour le valider, vous cliquez sur le chèque vert, ça va valider tous les joueurs qui sont inscrits dans le club. Vous voulez valider les joueurs un par un, ça c'est le cas où vous avez un joueur qui vous a envoyé un seul chèque, parmi 10 joueurs du club, vous validez que ce joueur, via le petit bonhomme. Et enfin, vous validez toutes les inscriptions. Ben, en fait, vous voulez valider toutes les inscriptions, qu'ils aient payé ou pas, ça vous en avez cure. Vous validez toutes les inscriptions, tout le monde sera validé dans la page et tout le monde sera inscrit à la compétition. Il y a un petit moins ici, ça permet d'ignorer une inscription. Par exemple, vous avez fait vos tableaux, le joueur, vous l'avez placé en série 3, et lui, il modifie son inscription pour être inscrit en série 2. Vous voulez ignorer son inscription et ne pas la prendre en compte. Dans ce cas-là, vous utilisez le petit moins ici, qui va permettre de barrer le joueur et de barrer son inscription. Ici, c'est barré, ça veut dire que vous ignorez son inscription. Donc là, si vous cliquez sur valider les joueurs du club, sa demande de modification ne sera pas prise en compte. Donc ça, c'est intéressant quand vous avez des joueurs qui s'amusent à changer de tableau, quand vous avez des joueurs qui modifient leur inscription alors que vous n'avez pas envie qu'ils la modifient, vous ignorez l'inscription et puis vous pouvez continuer à gérer vos inscriptions. Comment rentrer en contact avec ce joueur alors qu'il n'est pas cliquable? C'est une bonne question. Là, en l'occurrence, il n'est pas cliquable, donc on ne peut pas accéder à la fiche du joueur. Il faut valider son inscription pour pouvoir ensuite le contacter et lui envoyer un message ou lui envoyer des informations. Ensuite, on a l'onglet historique. Donc, l'onglet historique, il va permettre de reprendre 100% des opérations qui ont été réalisées sur les inscriptions en ligne et elles sont listées à cet endroit. Donc, en gros, ça est l'équivalent de tous les mails qui sont ou devraient être envoyés sur votre compétition. Vous les retrouvez ici. Donc là, en l'occurrence, si ceux qui ont déjà géré des inscriptions, on retrouve à la lettre près le mail que les gens ont reçu. Ça permet plusieurs choses. Un, de désactiver l'envoi de mail. Comme ça, on évite d'être spammé. De toute façon, tout est écrit ici. Donc, on retrouvera ici tout l'historique des inscriptions. Comme ça, on désactive les mails, on n'en reçoit aucun. Et si on a un doute, on vient ici. C'est vraiment ce que l'on reçoit par mail. La deuxième chose, ça permet un suivi historique de savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a modifié, qui s'est inscrit à quelle heure, à quelle date, est-ce qu'il a payé, depuis quel support il s'est inscrit, IBAD, Badnet, etc. Donc ça permet d'avoir vraiment un suivi intéressant sur mes inscriptions à la compétition, tout ce qui s'est passé. On avait une question, comment on va gérer le paiement si on inscrit le joueur? Si on inscrit le joueur manuellement, il se verra inscrit à la compétition. Depuis son compte Badnet, il pourra voir les tournois auxquels il est inscrit et il aura marqué s'il doit payer une compétition, il y aura un bouton payer sur lequel il pourra cliquer pour payer la compétition. En général, les joueurs jouent le jeu quand même. Quand vous leur dites si vous ne payez pas avant la date limite d'inscription parce que je vous ai inscrit à la main, vous ne serez pas dans les tableaux. Les joueurs, en moins de 15 minutes, ils ont payé. Donc, pas de souci, le paiement peut être réalisé pour tout joueur qui est inscrit à une compétition sans avoir payé, quelle que soit la raison. Donc, on revient sur les inscriptions. Il y a les sanctions. Donc là, c'est tous les joueurs qui sont sanctionnés par la FFBAD. Donc ça, c'est un appel en temps réel à Puna, donc pour récupérer les joueurs qui sont dans la compétition et qui ont une sanction. Donc là, il n'y en a aucun. N'hésitez pas à venir faire un petit check le jour de la confection des tableaux pour être sûr qu'il n'y a pas de mauvaise surprise. À noter que s'il y a un souci sur un joueur qui est sanctionné alors qu'il ne devrait pas, deux choses. La première, rien n'est bloquant dans Badnet sur la partie administrateur. Donc vous pouvez quand même mettre le joueur dans les tableaux. Lui, par contre, ne pourra pas s'inscrire à la compétition s'il est sanctionné pendant qu'il fait son inscription. La deuxième chose, c'est s'il y a un problème sur un joueur, par exemple, qui est sanctionné, la Ligue vous a confirmé que la sanction va être annulée. Nous, on n'y peut rien. Il faut voir directement avec la FFBAD pour voir quand est-ce que l'annulation de la sanction aura lieu. Donc, comme je l'ai dit, en attendant, ça ne pose pas de souci pour valider un tableau avec un joueur sanctionné si vous avez une confirmation de la Ligue que la sanction va être annulée. Donc, ce n'est pas bloquant et nous, on n'y peut rien. S'il est affiché sanctionné, il faut voir avec la Ligue directement ou la fédération. On a les joueurs forfaits. Donc, ça, c'est tous les joueurs qui, sur leur fiche, ont la case forfait de cocher ou alors qui ont participé à un match dans lequel ils ont perdu en W ou en abandon. Les joueurs en recherche, qui sont inscrits en recherche, les joueurs qui ont laissé un commentaire. Donc là, c'est un petit peu pour trier rapidement les inscriptions en fonction de ce qu'on veut chercher. Donc, est-ce que j'ai géré tous les joueurs qui avaient laissé un commentaire, etc. On retrouve aussi toutes les instances affiliées qui sont inscrites à la compétition. Pareil, on verra après, on peut cliquer dessus pour arriver à leur fiche.
On peut voir tous les officiels inscrits à la compétition. Donc ça concerne les juges arbitres, les juges arbitres adjoints, les arbitres, les juges de ligne. Ça concerne aussi les superviseurs, etc. Donc là, vous pouvez ajouter un officiel en cliquant ici. On peut ajouter aussi un arbitre étranger si besoin. On peut modifier, on peut imprimer en PDF l'activité d'un arbitre. Donc là, c'est tout un tas d'actions. Le fait de mettre un juge arbitre sur la compétition, ça lui donne aussi les droits d'accès à la compétition. Donc ça évite de le faire de faire à la fois dans les inscriptions officielles et dans les privilèges. Vous l'ajoutez automatiquement, il est ajouté en tant que juge arbitre. Donc voilà un petit peu pour les officiels. Et enfin, les autres inscrits, ça dépasse un peu le cadre de ce webinaire, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. Donc, il y a quelques boutons d'action avant d'arriver sur la fiche du joueur qui sont disponibles en haut. On peut ajouter manuellement un joueur non licencié FFBAD, une instance et d'autres personnes étrangères à la partie compétition, donc officielle, inscrit qualité. Si j'ajoute un joueur, j'arrive sur une interface d'ajout, je peux taper le nom de la personne, je clique sur chercher, j'ai les joueurs qui correspondent à la recherche qui s'affiche, je clique sur le joueur, j'arrive sur son inscription, je renseigne toutes les informations que je souhaite renseigner, j'enregistre et il sera inscrit à la compétition. Donc là, c'est un mauvais exemple puisqu'il est déjà inscrit. Donc là, j'en prends un qui n'est pas inscrit au hasard. Là, on est sur sa fiche d'inscription qui est un peu différente. Là, juste avant, on était sur sa fiche d'inscription comme il est déjà inscrit. Là, on est sur une fiche d'inscription un peu plus standard, dans laquelle on va pouvoir choisir ses tableaux, etc. On enregistre. Et là, il sera inscrit à la compétition. Un joueur étranger, c'est un peu différent. On peut ajouter toutes ces informations personnelles, le nom, le prénom, l'adresse mail, etc. On choisit son classement et son tableau. C'est un joueur étranger, nous on n'a pas de classement, donc il faut le renseigner manuellement. Et on enregistre, le joueur est ajouté à la compétition en tant qu'étranger, mais il pourra bien évidemment être placé dans les matchs, etc. Mes inscriptions sont closes, je veux mettre à jour les CCPH, donc ça c'est dans le bouton Action en haut à droite. Je clique sur mise à jour les CCPH, je choisis la date, ça va mettre à jour les classements de tous les joueurs. Je mets à jour les clubs, ça va mettre à jour les clubs de tous les joueurs en fonction du club dans lequel ils sont inscrits. Donc ça, c'est utile en début de saison. Ça va prendre chaque joueur et ça va l'inscrire avec le club dans lequel il est vraiment licencié, puisqu'en début de saison, je peux m'inscrire par exemple au 28 août sans être licencié. Je m'inscris à une compétition qui a lieu le 15 septembre avec mon ancien club. Sur ma fiche, mon ancien club est renseigné. Le 5 septembre, je me licencie avec mon nouveau club. J'étais déjà inscrit avec mon ancien club sur ce tournoi, donc nous, on ne peut pas deviner qu'il faut l'inscrire avec le nouveau. Donc, on peut mettre à jour manuellement les clubs pour que ça modifie tous les joueurs inscrits et ça les inscrive avec leur nouveau club à faire surtout au début de saison. Le contrôle des licences, donc ça va afficher tous les joueurs qui ne sont pas licenciés cette saison. Donc là, il y en a beaucoup, c'est normal, c'était une tournoi de la saison dernière. Donc ces joueurs non licenciés, en tant que juge arbitre, je dois les prévenir ou je dois les sortir des tableaux. Et les impressions, ça permet d'imprimer un fichier Excel des inscrits ou l'activité PDF des officiels. Donc à noter que dans cette nouvelle version, vous avez en haut à droite très souvent des boutons sur lesquels vous pouvez cliquer pour afficher différentes actions d'ajout, d'impression, de modification, etc. Donc si vous cherchez une action, elle est souvent en haut à droite dans les boutons d'action. On retrouve des onglets de navigation ici, ceux qu'on vient de voir, qui sont faciles à cliquer pour mettre à jour la partie basse de l'écran avec le module que l'on va regarder. Et sur les grilles, mais ça c'est comme l'ancienne version, on a une colonne action qui permet de réaliser rapidement une action sur la grille. Et on a un bouton sur lequel on peut cliquer pour arriver sur la fiche des joueurs. Donc, j'ai une question d'Isa. Si le joueur est arbitre, est-ce qu'il est identifié dans cette liste? Non. Les joueurs arbitres ne sont pas ajoutés dans cette liste-là. Si un joueur joue à la compétition et est aussi arbitre, il faut l'ajouter aux deux endroits. Et il y aura vraiment deux notions différentes. Sa fiche arbitre, sa fiche joueur. Ce sont deux choses différentes. On peut inscrire manuellement un joueur qui, par exemple, n'aurait pas de compte Badnet, mais qui serait quand même licencié FFBAD. Oui, bien évidemment, c'est fait pour. Donc, si vous avez besoin d'ajouter un joueur qui n'a pas de compte Badnet ou qui ne veut pas en créer un, vous l'ajoutez à la main en tapant son nom ou son numéro de licence et vous l'ajoutez et voilà, il sera ajouté dans Badnet.
L'idée, c'est quand même avec notamment IBAD qui rend très facile l'inscription en compétition. Bon, je vous avoue que les fois où ça arrive qu'un joueur demande à être inscrit à la main, on lui dit rapidement de se créer un compte et de s'inscrire lui-même pour éviter de perdre du temps à inscrire des joueurs à la main, ce qui peut être très chronophage. Avant de finir ce module d'inscription, on va aller sur la fiche d'un joueur pour voir à quoi est-ce qu'elle ressemble dans la nouvelle version. Donc, par exemple, on va aller sur Gilles. Donc là, on arrive sur Gilles au niveau de sa fiche. Donc, très rapidement ici, on peut voir comment changer de joueur pour aller voir un autre joueur parce on a besoin d'avoir une info. On a des informations sur son état civil. Donc, qui est-il, dans quel club, quel est son mail, quel est son classement. Hop, je vais sur ma fiche plutôt. Quel est son classement, quelle est sa situation financière actuelle, des actions et des impressions comme on l'avait vu, sur les autres écrans, et les onglets de navigation qui permettent de rapidement voir un petit peu son inscription, à quoi est-ce qu'elle ressemble, et les autres parties. À noter également que la recherche ici générale que vous avez permet, quand vous êtes sur un tournoi, de trouver n'importe quel joueur inscrit à la compétition et d'arriver sur sa fiche. Ça permet aussi de trouver un tableau et d'arriver sur le tableau. C'est des petites astuces qui vous feront gagner du temps quand vous êtes, on va dire, un peu n'importe où dans la compétition. Là, on vous donne une mission, c'est aller sur ce tableau et changer un joueur. Et bien, vous tapez le nom du tableau, vous arrivez dessus et vous changez le joueur. Ça évite d'aller dans compétition, tableau, cliquer sur le tableau, ça vous évite 3 ou 4 clics, ce qui peut être intéressant quand vous avez plein d'actions à réaliser. La fiche du joueur, j'ai une partie inscription en ligne ici. Ça va résumer toutes les inscriptions qu'a réalisé le joueur en ligne. La date à laquelle je l'ai reçu, la date à laquelle je l'ai traité. Donc là, j'ai traité qui est vide, elle est en attente. Donc c'est ma partie qu'on a vue tout à l'heure, en recherche de partenaire, elle n'a pas été traitée, donc elle n'est pas encore validée. Les problèmes détectés, donc là on a un problème de partenaire non trouvé, à vous de voir comment vous souhaitez le gérer. Donc là on peut valider pour inscrire le partenaire, ou poubelle pour ignorer le problème, qui reviendra si la personne se réinscrit avec son partenaire, bien sûr, mais ça c'est autre chose. Et la partie enregistrement, donc tout un tas d'informations liées à l'inscription, donc quand est-ce qu'il s'est inscrit, quand est-ce qu'il arrive, sa nationalité avec le drapeau, à quelle heure il arrive, la liste d'attente, enfin, c'est tout un tas d'informations. La liste d'attente, c'est intéressant, ça permet de voir à quelle position il est. Donc s'il s'est inscrit et qu'il était sur liste d'attente, la liste d'attente sera cochée en position 10. Ça vous donne une information rapide de sa situation. Les tableaux dans lesquels il est inscrit, avec la possibilité de cliquer pour accéder au tableau rapidement. Donc là, on voit que je suis inscrit en double homme et en mixte. En mixte, je suis en attente de la partenaire. Et enfin, la partie forfait. Donc, forfait et commentaire, d'ailleurs, c'est pas que forfait, qui permet d'ajouter un commentaire sur la fiche et de mettre un forfait si la personne est forfait volontaire justifié, etc. Donc ça, c'est intéressant de le faire dans Badnet quand la personne vous dit qu'elle est forfait, de faire l'effort de mettre la date et le type de forfait pour que le juge arbitre puisse avoir dans son rapport cette information. Et puis, c'est toute l'utilité de Badnet aussi, c'est-à-dire que tout est centralisé dans Badnet. Donc, même si vous recevez un texto, un mail et un WhatsApp vous disant que 3 joueurs différents sont forfaits, vous centralisez tout ça dans Badnet et vous pouvez retrouver tout ça dans Badnet en 2 clics, comme on l'a vu tout à l'heure dans le module inscription, onglet forfait. Le commentaire, ça peut être le joueur qui nous a mis un commentaire quand il s'est inscrit, et vous pouvez surenchérir en rajoutant des commentaires si besoin, pour vous ou pour lui s'il le voit dans son inscription. L'onglet communication permet d'envoyer un mail à la personne. Notez que les mails sont ensuite affichés à l'écran juste en dessous. Donc ça permet d'envoyer un mail via Badnet. 2 intérêts. Le premier, c'est pareil, c'est toujours pareil, c'est pour centraliser toutes les informations dans Badnet. Comme ça, le joueur vous dit, vous m'avez jamais envoyé un mail, vous avez la trace dans Badnet que le mail a bien été envoyé. Et ce qui est nouveau dans cette nouvelle version, c'est que vous avez aussi l'information si le mail a été délivré, ouvert, cliqué, jamais reçu parce qu'il y a eu un problème, etc. Donc ça vous donne une information supplémentaire. Ça a été mis en place récemment, c'est pour ça que c'est disponible que sur le dernier mail de test qui a été envoyé. Et là, en l'occurrence, c'est un mail que j'ai reçu mais que je n'ai jamais ouvert. Donc ça vous permet d'avoir l'info si jamais il est ouvert et cliqué et que la personne vous dit je ne l'ai jamais reçu. Vous pouvez quand même lui dire qu'il y a de sacrés doutes. Par contre, si là, il y a marqué en rouge problème d'envoi, là, effectivement, il faut voir que le mail n'était peut-être pas bon. Il y a peut-être un souci avec le mail qui arrive dans les spams, etc. Et là, vous avez l'information de votre côté. Donc voilà l'intérêt d'envoyer un mail dans Badnet, le suivi tant dans l'outil qu'aussi est-ce que le joueur a bien reçu, ouvert le mail, etc.
Et la partie financière ensuite, où est-ce qu'en sont les finances de la personne? Bon, là, j'ai fait des tests avec le module buvette de Badnet, donc ça veut un peu rien dire. Mais en gros, j'ai une inscription de 2 tableaux, et donc je dois 19 euros sur la compétition, et je peux ajouter un paiement ici en renseignant les informations sur le paiement. Donc ça va un petit peu à cheval sur la partie finance, qui est le dernier module qu'on va voir aujourd'hui, donc on le verra tout à l'heure. Et les résultats, donc est-ce que j'ai des matchs? Si oui, à quelle heure? Et si oui, euh, contre qui, etc. La fiche du club, donc là j'ai cliqué sur le nom du club, on retrouve la recherche ici de club pour accéder rapidement à n'importe quel club inscrit à la compétition. Et on retrouve un petit peu la même partie que la fiche joueur, à savoir toutes les inscriptions en ligne du club et tous les joueurs enregistrés du club avec des informations sur les tableaux auxquels ils participent, les convocations, les soldes, etc. La communication pour envoyer un mail au club et les finances pour voir est-ce que le club a payé, s'il a payé, où est-ce qu'il en est, etc. Pour la partie, je vais déborder un petit peu sur le module inscription via le module tableau. Si tu mets le joueur forfait, c'est uniquement à destination du JA pour info où il disparaît de son ou ses tableaux d'inscription avant le jour J. Alors, le joueur forfait, concrètement, c'est juste un flag qui va être mis au niveau de sa fiche. Ça ne va pas l'empêcher d'être inscrit à des tableaux, ça ne va pas l'empêcher de modifier son inscription, ça ne va pas l'empêcher de payer son inscription. Forfait, c'est vraiment pour vous souvenir qu'il est forfait. Ça va afficher ses matchs en barré dans le déroulement s'il en a, mais c'est à vous de le désinscrire des tableaux, c'est à vous de le contacter si besoin, etc. Nous, on ne prend pas d'initiative puisqu'un joueur peut être forfait, mais quand même dans les tableaux, si jamais il a prévenu trop tard, par exemple. Et effectivement, dès qu'un joueur est forfait, grosso modo, la démarche logique à avoir si c'est pas trop tard, on le met forfait, on l'enlève des tableaux, on le rembourse, si jamais on souhaite le rembourser parce que c'est pas trop tard, et on récupère un joueur en liste d'attente qu'on met dans le tableau principal à sa place. Voilà un peu la démarche sur un forfait. Donc là, sur mes tableaux, c'était pour répondre aux questions qu'il y a eu tout à l'heure. Donc là, j'ai mes tableaux, si vous vous rappelez, c'est un petit peu les tableaux oui-oui. C'est mes tableaux fourre-tout dans lesquels tous mes joueurs vont s'inscrire, et après, je ferai le dispatch. Donc si je clique sur un tableau, j'ai un onglet définition qui va me permettre de paramétrer qui a le droit de s'inscrire dans le tableau. Donc catégorie minimale et maximale. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure sur un tableau jeune, par exemple. Hop, je mets minime, maximum junior. C'est bien un tableau jeune. Les frais d'inscription paramétrés pour un joueur qui s'inscrit dans ce tableau seront bien un tableau jeune. Classement minimum, classement maximum, rang min, rang max, point min, point max. Donc ça, c'est les points lors de l'inscription, min et max qu'il faut avoir. À savoir que ça bougera forcément, plus on va s'approcher du tableau, plus de la compétition, plus les points vont bouger. Donc il faudra bien mettre à jour les 6 CPH et revérifier que les rangs et min et max sont respectés. Réglage générique, est-ce que c'est un tableau handibad ou inclusif? Ça, c'est essentiellement pour pouvoir permettre de visualiser sur la fiche publique d'une compétition. Est-ce que c'est une compétition qui accepte les joueurs handibad ou inclusifs? Le comptage de points du tableau. Donc, 3 comptages de points sont possibles. 3 x 15, 5 7 de 11, 3 7 de 21. Ou une saisie libre. Ça va afficher 5 7. On va pouvoir saisir n'importe quel score dans les 5 7 possibles. Et celui qui a marqué le plus de points gagne le match. À noter que le seul système de score compatible avec Scorebad, c'est le 3 x 21. Donc, si vous utilisez le 5 x 11 ou le 3 x 15 de la saisie libre, ça se passe uniquement dans Badnet. La couleur du tableau, on peut la choisir manuellement. Par défaut, elle est précisée. Et les frais d'inscription d'un tableau. J'ai bien évidemment sauté le champ le plus important. Les frais d'inscription par tableau, c'est par exemple, si on met 30 euros, ben, les joueurs qui s'inscrivent à ce tableau, ils paieront 30 euros. Et le nombre max de participants, 50, c'est-à-dire qu'au-delà de 50, un joueur inscrit dans ce tableau, le joueur sera positionné en liste d'attente dans ce tableau à la position 51, 52, etc. Donc pour les inscriptions élites, comment sont gérées les listes d'attente? Et bien, dès qu'un joueur doit être inscrit dans le tableau, il est positionné, si le tableau est plein, il est positionné en liste d'attente à la position suivante. Donc, non, c'est différent. Les informations qu'on avait déjà complétées dans les règles sportifs, c'est le nombre de joueurs dans ma compétition générale. Donc, par exemple, je peux accueillir 200 joueurs. Ouais. Les joueurs peuvent avoir une position liste d'attente sur sur le tournoi en général, mais aussi au niveau d'un tableau. Par exemple, j'accepte 200 joueurs. Par contre, dans ma série élite, j'ai que 20 places. Donc là, j'ai beau avoir 200 joueurs dans ma série élite, dans mon tournoi global.
Si le joueur s'inscrit en tant que 21e du tableau élite, même s'il n'y a que 25 joueurs inscrits à ma compétition, il sera positionné en liste d'attente dans le tableau élite, mais il ne sera pas en liste d'attente dans la compétition en général. Donc il y a vraiment une double notion de liste d'attente sur le tournoi, parce que je me suis inscrit trop tard sur le tournoi, mais aussi par tableau, parce que je me suis inscrit trop tard sur un tableau. Et donc ça se gère avec le nombre max de compétitions de participants sur un tableau. Voilà, donc c'est vraiment sur un tableau, effectivement. Et ensuite, bon, allez, je dépasse un petit peu, mais sur les participants ici, on peut voir, est-ce que j'en ai? Non, j'en ai pas. Hop, je vais en mettre sur les attentes, comme ça sera. Hop. Donc là, sur le tableau, j'ai 51 participants, j'avais limité à 50. La colonne statut nous indique si on est dans la tableau principal, c'est le M. Tableau liste d'attente, c'est le R. Donc là, en l'occurrence, c'est R qui nous intéresse, R pour réserve. Et du coup, j'ai mis un joueur en réserve, c'est ici, il est R1. Et vu que j'ai que 50 places, si un joueur s'inscrit, il sera positionné R2 en 52e position. Et ça, bien sûr, moi, en tant qu'organisateur, je peux modifier la paire pour modifier sa position dans les attentes, le mettre en position 5 si besoin, ou le mettre en tableau principal, par exemple. Ça, c'est un petit peu la gestion des attentes qu'on verra dans le module tableau. Donc, voilà pour la partie... donc là, vous voyez, on a des joueurs WO, donc qui sont barrés en rouge pour vous informer. Attention, ils sont toujours dans le tableau. N'hésitez pas à faire quelque chose sur eux. Donc là, en l'occurrence, forfait volontaire. Donc voilà pour le module inscription. Maintenant, je vais faire un petit point sur la partie financière, même si on a déjà bien abordé le sujet. Je vais essayer de passer juste 5 minutes sur cette partie pour garder 10 minutes de questions à la fin, si besoin. Donc la partie financière. Donc la partie financière, elle va permettre de faire un suivi des finances, donc soit automatique, on l'a déjà assez vu via les paiements en ligne. Dans ce cas-là, c'est la situation la plus facile pour vous. Vous n'avez rien à faire, les paiements arrivent. Le trésorier, il n'a même pas à mettre son nez dans Badnet. Une gestion un petit peu plus complexe, si j'ai des personnes qui payent en espèces ou en chèque, ce qui va être important pour vous, c'est de venir à tout moment, à tout paiement reçu, venir saisir sur le joueur ou sur le club le paiement qui a été reçu. Donc pour ça, disons que Cornu Vassili, il va m'envoyer un chèque. Donc je vais sur sa fiche, dans Action, ajouter un paiement. Et donc là, je vais simplement dire qu'il m'a payé 17 € par chèque aujourd'hui. Donc tout est déjà rempli. Je peux mettre le numéro de chèque. J'enregistre. Et donc là, ça va ajouter le paiement sur sa fiche. Si j'actualise la page, son solde est à 0. Il ne me doit plus d'argent. Pourquoi? Parce qu'il s'inscrit à un tableau. Il a payé un tableau. Numéro de chèque. Donc ça, c'est très important. Ça permet à tout moment au trésorier ou à n'importe quelle personne de savoir si un joueur vous doit de l'argent et sinon pourquoi, quand est-ce qu'il a payé, etc. On peut aussi ajouter un paiement ici manuellement. On peut aussi ajouter un remboursement. Par exemple, le joueur qui s'inscrit sur un tableau, finalement, je change son tableau pour dire que non, il ne s'inscrit plus en simple. Donc, vu qu'il ne s'est plus inscrit au niveau de sa partie financière, il me doit 0, sauf qu'il a payé 17. Donc moi, il faut que je le rembourse. Pour faire ça, je vais ici ajouter un paiement négatif de moins 17 €. J'enregistre. Et donc là, je l'ai remboursé via 17 €. Mais ça, c'est important de noter que c'est un remboursement, par exemple, via la caisse de la buvette. Ce n'est pas un remboursement d'un paiement en ligne. Donc ça, c'est fictif. C'est vraiment, c'est comme si vous avez pris un post-it, vous l'avez collé sur votre ordinateur en disant le joueur, je l'ai remboursé en chèque ou en autre moyen de paiement. Si jamais vous avez besoin de rembourser en ligne, il faut cliquer. Donc là, ce n'est pas un paiement en ligne, donc elle n'y est pas. Il y aura une icône de carte bleue ici à la place du crayon qui permet de rembourser toute ou partie du paiement en ligne. C'est seulement à ce moment-là, via cette action-là, que le paiement sera remboursé. Si vous ajoutez un remboursement manuel, voilà, nous, on n'a pas moyen de savoir, de procéder au remboursement, vu que vous avez juste saisi un post-it de remboursement sur sa fiche. Si le club envoie un chèque pour payer l'inscription des joueurs, dans ce cas-là, c'est le même réflexe qu'il faut avoir. Aller sur la fiche, ajouter un paiement. Et donc là, la petite subtilité, c'est pareil, le formulaire est rempli, c'est qu'on va pouvoir répartir le paiement sur les joueurs. Donc ça, c'est important. Par exemple, il y a 3 joueurs du club qui s'inscrivent, le club envoie un chèque pour 2 joueurs seulement. Dans ce cas-là, on va répartir le paiement sur peut-être 2 joueurs au lieu de 3, pour que le troisième paye toujours son inscription ou on attend que le club envoie un chèque pour dire je paye aussi pour ce joueur. Donc là, on reçoit un chèque d'un club, on va sur la fiche du club, on ajoute le paiement,
On répartit le paiement sur le ou les joueurs du club pour lesquels le club a payé, en fonction de ce que le club nous a dit, et on enregistre. Donc là, ça va ajouter le paiement, ça va ajouter des lignes bleues qui sont des participations club pour un joueur. Et si on va sur la fiche des joueurs, ben, on verra qu'ils nous doivent 0 parce que le club a payé pour eux. Donc un paiement club, surtout, ne pas aller sur la fiche de chaque joueur et ajouter le paiement manuellement parce que là, vous n'allez pas vous en sortir. Vous allez croire avoir 10 paiements alors qu'il n'y en a qu'un seul du club. Ça va être des paiements individuels alors que là, on a un paiement global réparti sur des joueurs. Donc c'est très important d'avoir vraiment cette notion de je reçois un paiement, ben, je l'ajoute sur la fiche de la personne qui a réalisé le paiement. Donc un club, un joueur, etc. Et la partie financière, on la retrouve dans les modules extra, donc la finance ici. On va pouvoir retrouver tous les paiements en ligne qui ont été réalisés. C'est ici qu'on va pouvoir procéder à un remboursement, que ce soit un paiement d'un club ou d'un joueur. Et on peut retrouver tout un tas d'autres informations, par exemple, tous les participants ici qui me doivent de l'argent, je peux les retrouver. Hop, ici, je vois tous les créditeurs, tous les débiteurs. Il faudra que je regarde parce que c'est pas normal il y en ait si peu. Mais on les retrouve. Et pareil pour les comptes ici. On peut trouver tous les comptes. Ça va fonctionner. Débiteurs ou créditeurs qui nous doivent l'argent ou à qui on doit de l'argent. Donc voilà, ça permet un petit peu une petite introduction sur le module finance. La gestion des finances s'effectue sur la fiche des clubs ou du joueur, mais aussi dans le module finance prévu à cet effet, pour retrouver facilement un paiement, les comptes qui nous doivent de l'argent, procéder à un remboursement, etc., etc. J'ai encore 2 minutes sur cette partie. Les paiements en ligne, les paiements à valider. Donc, dans Badnet, quand un club inscrit des joueurs, il a la possibilité d'ajouter depuis son compte un paiement, non pas un paiement en ligne, juste un paiement qui correspond juste à, il écrit le post-it et il vous l'envoie en vous disant, je vous ai envoyé un chèque, je vous informe que je vous ai envoyé un chèque. Quand il fait ça, il saisit lui-même pour qui il paye et le montant du paiement. Il ajoute le paiement. Par contre, bien évidemment, ça serait trop facile si ça mettait à jour les finances de votre côté, administrateur, automatiquement. C'est à vous d'accepter le paiement ou pas. Par exemple, là, le club de Ramonville m'a dit qu'il m'avait envoyé un chèque de 49 € pour les joueurs. Quand j'ai reçu le chèque, je le valide. L'intérêt de ça, c'est quoi? C'est de vous faire gagner du temps, toujours pareil. Valider le paiement, ça va rajouter automatiquement le paiement sur la fiche du club et ça va ajouter les participations aux joueurs. Ça vous évite de faire l'action qu'on a fait tout à l'heure, qui est ajouter un paiement, répartir le paiement, etc. Bien évidemment, vous ne devez valider un paiement que si là, vous l'avez bien reçu. Parce qu'il y a des clubs qui peuvent vous ajouter le paiement et sans envoyer le chèque, par exemple. Donc voilà l'intérêt des paiements instances à valider. Donc un club va dire qu'il a payé en chèque, à vous de vérifier. Quand il a validé, vous validez le paiement. Voilà. Si on rend le paiement obligatoire pour s'inscrire, la partie finance est beaucoup plus simple, on n'a quasiment rien à gérer, n'est-ce pas? Effectivement, clairement, si vous rendez le paiement en ligne obligatoire, la seule chose que vous avez à faire, c'est de venir dans les paiements en ligne et procéder au remboursement à l'issue des inscriptions. Sinon, tout le reste, vous ne vous en occupez pas. Si un joueur paye un tableau et ensuite il s'inscrit sur un deuxième, il paiera le complément. Si un club inscrit des joueurs, il paiera pour les joueurs. Si un joueur se désinscrit, il sera marqué en négatif et vous n'aurez qu'à le rembourser ici en un clic. Honnêtement, ça simplifie pour un trésorier énormément la gestion de la compétition, pour ne pas dire totalement. Enfin, voilà, ça a un coût, mais ça fait économiser du temps derrière, puisque vraiment, il y a quasiment rien à faire. Il n'y a plus qu'à se concentrer sur finalement qu'est-ce qu'une compétition, sur les tableaux et l'échéancier et pas perdre votre temps à gérer la partie financière qui est quand même pas la plus intéressante ou sur laquelle on aimerait passer le plus de temps. Donc voilà pour la partie finance. Et donc on a fait le tour de tous les modules que je voulais voir avec vous aujourd'hui, qui sont les modules d'introduction à la compétition. Donc on a créé une compétition ensemble, on a configuré la compétition, on a regardé comment accepter des inscriptions, des paiements, comment voilà, un joueur sur sa fiche, qu'est-ce qu'on peut voir comme information, qu'est-ce qu'on peut modifier. Et enfin, on a vu aussi la partie financière, donc qui est importante dès le début de bien configurer le paiement en ligne, de bien configurer les frais bancaires pour pouvoir avoir une compétition qui s'ouvre d'inscription de la meilleure des façons possibles. Donc pour ça, il faut prendre un petit peu le temps de tout paramétrer. Donc tout ce qu'on a vu aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer en haut dans la partie documentation qui est présent dans le lien en haut de votre compte, qui redirige sur notre blog dans lequel on a référencé un maximum de questions qui reviennent régulièrement. Il y a aussi des articles.
Il y a aussi tout un tas d'articles. On va bientôt mettre des vidéos aussi qui vont être des vidéos tutoriels pour permettre de trouver les réponses aux questions, si vous en avez. Donc, honnêtement, il y a commencé à y avoir beaucoup de questions, donc n'hésitez pas à venir jeter un coup d'œil. Les filtres vous permettent aussi, par exemple, vous en êtes aux inscriptions. Vous cherchez toutes les questions relatives aux inscriptions. Il y en a 13. Ça va vous permettre de voir un petit peu des petites astuces. Ah, c'est vrai qu'il faut faire ça, il faut faire ci. Donc, ça peut être intéressant de le consulter, de le voir. Et, euh, donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On a encore une petite dizaine de minutes ensemble. Sinon, on se donne rendez-vous. La répartition des joueurs en fonction des points et des séries est automatique. Non. Alors là, on prend un peu d'avance, on le verra dans le prochain webinaire. Je vous fais un petit teasing, du coup, ça c'est via la création guidée. Donc en gros, j'ai tous mes joueurs qui se sont inscrits dans mon tableau de simple. Là, j'en ai 50, pile poil, parce qu'il y en a un, les attentes. Je vais pouvoir utiliser le module de création guidée pour extraire de ces 50 joueurs mes 4, 5, 6 ou 7 séries, par exemple. Donc là, j'ai la liste des meilleurs joueurs, des joueurs, pardon, classés du meilleur au moins bon. Je peux en sélectionner 9 pour dire, enfin, j'en ai sélectionné 10, hop. J'en sélectionne 9 pour dire que ça sera ma série 1. Puis ensuite, j'en sélectionne 12 pour dire que ça sera ma série 2. Et j'en sélectionne 6 pour dire que ça sera ma série 3. Au fur et à mesure que je clique, ça met à jour les séries en bas. Et quand je clique sur enregistrer, ça va créer mes 3 séries avec les joueurs dedans directement. Donc, il n'y a rien de plus à faire. En gros, vous faites autant de clics qu'il y aura de séries et puis vous cliquez sur enregistrer et vos tableaux sont tout prêts, quoi. Il n'y a plus qu'à choisir la structure. Comment le tirage au sort d'un tableau est fait automatiquement? Comment peut-on les cacher sur Banet ou IBAD aux joueurs avant la vérification JA? Quelle option choisir dans la partie visibilité? Donc ça, on parle plutôt du déroulement. Quand le tirage au sort est fait depuis le déroulement à l'issue du dernier match de poule, automatiquement, les tableaux sont cachés pendant 15 minutes sur Badnet et IBAD à la consultation, ce qui laisse largement le temps au juge arbitre de valider le tableau. Surtout que quand même, dans la majorité des cas, il n'y a pas besoin de faire une quelconque action sur le tableau puisque la vérification est faite par Badnet avant le tirage au sort. Il n'y a pas d'option à choisir dans la visibilité pour maîtriser cela. On a prévu pour la saison prochaine de mettre dans le déroulement une petite bulle de notification en bas à droite, à côté du chat, qui permettra de faire des actions rapides sur les tableaux. Et donc, notamment, il y aura cette partie visibilité pour pouvoir cacher, rendre visible un tableau très rapidement, une sortie de poule, etc. Pour pouvoir l'imprimer en un clic, etc. Ce sera une petite boîte à outils de déroulement qu'on va mettre en place. Qui simplifiera ça. Après, voilà, le problème aussi de jouer trop avec la visibilité, c'est qu'on oublie de rendre visible et du coup c'est invisible et du coup c'est moins agréable pour les joueurs. Mais je comprends aussi la problématique de validation d'un tableau avant l'impression, bien évidemment. Dernière question, à gauche, je n'ai pas compris. On met dans l'encadré le nom d'un joueur ou d'un tableau, tu as dit, pour avoir l'information sur le club ou le joueur. Donc je pense que c'est plutôt ici. Si je tape double, je vais avoir tous mes tableaux de mon tournoi. Et si je clique dessus, je vais arriver sur la fiche du tableau. C'est un accès rapide. Si je tape le club Ramonville, je vais pouvoir accéder à sa fiche sur le tournoi. C'est une petite recherche rapide. Et pareil, sur un joueur, je tape le nom du joueur, j'arrive dessus. Donc voilà la recherche rapide ici. Et par contre, si je ne suis pas sur le tournoi, quand je vais rechercher ici, je ne vais pas trouver les informations du tournoi puisque je ne suis plus dessus. Pour un premier tournoi, tu préconises quelle taille, nombre de joueurs. Perso habitué à gérer notre tournoi sur BAD+ depuis très longtemps, plus de 300 joueurs. J'ai pas du tout osé sur notre dernière édition 2022. Alors là, honnêtement, il n'y a pas de. Allez, même si vous avez plus de 300 joueurs, plus de 500 joueurs, allez-y sur Badnet directement. Il y a pas de. Enfin, faites votre tournoi normalement. Honnêtement, ça va bien se passer avec Badnet, il n'y a pas de souci. Le plus simple, bon, ça serait toujours si vous voulez avoir un minimum d'actions à faire, c'est de mettre le paiement en ligne obligatoire et comme ça, vous n'avez pas besoin de gérer les inscriptions qui arrivent en attente. Surtout si vous êtes sur une premier tournoi avec Badnet, déjà, sûr et certain, passez par les inscriptions en ligne. Que ce soit avec paiement ou pas, c'est pas grave, mais ne faites pas. Il y en a qui ont peur et du coup qui ferment les inscriptions en ligne et les gèrent à la main. Honnêtement, c'est vraiment, ça sert à rien. Vous perdez du temps pour rien. Les inscriptions en ligne, c'est vraiment obligatoire. Vous les mettez vous acceptez tout le monde en inscription en ligne. Vous forcez même tout le monde à s'inscrire en ligne. Si vous ne connaissez pas Badnet, du coup, eux connaîtront mieux que vous et tout le monde s'inscrira sans problème. Et après, avec les webinaires, vous allez pouvoir voir chaque module un par un. Mais honnêtement, il n'y a pas de problème à avoir sur ça. Vous pouvez gérer vos plus de 300 joueurs sans souci.
l'échéancier est multisalle, le déroulement est relativement intuitif, il n'y a pas de problème. Par contre, gérer votre compétition en ligne, c'est-à-dire utiliser Badnet en ligne directement. Donc là, comme on est en train de le faire pendant la formation, ça sera plus facile pour vous puisque c'est plus intuitif et il y a plus de fonctionnalités en ligne que sur Badnet Plus. Ça permet aussi aux joueurs d'avoir toutes les informations en direct sur Badnet et eBad. Si c'est votre premier tournoi, vous serez quand même content de ne pas avoir 10 000 questions de personnes qui viennent à la table de marque, à quelle heure je joue, à quelle heure est mon prochain match, tout ça, alors que tout est disponible en ligne. En ligne, c'est absolument obligatoire. Honnêtement, sauf si vous êtes dans un bunker et que vous ne captez pas Internet, je vous conseille vraiment de passer en ligne. Un partage de connexion suffit. Ça échange très peu de données d'utiliser Badnet en ligne pour gérer la compétition. Comme je le dis souvent, la table de marque dépensera plus Internet en 10 minutes sur Facebook qu'en 2 journées sur Badnet en ligne. Donc honnêtement, la partie en ligne, utilisez-la. Des sauvegardes donc, de toute façon en ligne, c'est mieux en ligne qu'hors ligne parce qu'hors ligne, votre compétition, elle est stockée sur votre ordinateur. Donc la table de marque a fait tomber un café sur votre ordi, vous pouvez dire adieu à votre compétition et vous devez tout recommencer. Là, vu que tout est en ligne, tout est sauvegardé en temps réel. Donc, si jamais, je sais pas, il y a un champ magnétique dans la salle, tous les ordis sont cassés, et aucun problème. Vous sortez un téléphone ou vous amenez un nouvel ordi, vous le connectez à Internet, vous allez sur votre compétition sur Badnet et puis vous vous retrouvez strictement au même endroit que vous l'aviez laissé, quoi. Et bien évidemment, nous, on a aussi des sauvegardes régulières qui font qu'en cas de problème, on peut revenir, en cas de extrême urgence, bien sûr, on peut revenir sur une compétition et la restaurer ou avoir les informations qu'il faut restaurer. Donc honnêtement, la partie en ligne, privilégiez-la un maximum, tant pour les joueurs que pour vous. Vous ne le regretterez pas. Voilà, donc merci pour votre attention. Donc on se retrouve le 17 mai, mardi, de 19h30 à 21h pour cette fois les modules suivants, préparation de la compétition. Donc vous vous en doutez, ça va être tout ce qui va être tableau, échéancier et déroulement. Et pas déroulement du coup parce que c'est la séance 3, mais on reste dans la préparation, donc tableau, échéancier, convocation. Voilà, 17 mai à 19h30 à 21h. Merci à tous. Je te laisse la parole, Vincent, pour clore ce webinaire et je vous dis à très vite. J'espère que c'était clair et pas trop rapide. Voilà. Merci Jules. Je crois que tu as tout dit, donc je vais pas faire durer pour faire durer. Merci à tous. Et puis, on vous enverra le lien pour le replay pour ceux qui ont besoin de réviser un petit peu. Et puis, rendez-vous le 17 mai à la même heure. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir.